Avoir dit une condition et conditionnalité, oui, allez-y. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un premier sujet de débat et, à mon avis, extrêmement intéressant parce que ça va, encore une fois, structurer l'aide que l'on va apporter pour une meilleure efficacité. Alors, une autre chose, c'est les indicateurs dont on a parlé. Tout projet, tout programme que l'on finance, il y a un cadre logique qui essaie de déterminer les objectifs, les indicateurs de résultats, les indicateurs de moyens, et que l'on va suivre au fur et à mesure de la mise en œuvre de l'aide avec des missions de supervision, avec des appuis, etc. Il y a un troisième sujet qui est important pour nous en tant que bailleurs, et je pense que ça rejoint la notion d'implication de la société civile dans tous ces débats, c'est la transparence. Il faut communiquer et être transparent sur ce que l'on fait. L'Agence française de développement a sur son site l'ensemble des opérations qu'elle finance. Chacun peut s'y référer. Il y a un détail précis de chaque projet qui est financé. Et donc on peut être interpellé par des bénéficiaires, par la société civile en disant « mais attendez là, ce que vous avez fait, ça peut être amélioré ou il y a un problème ». Et nous sommes extrêmement vigilants sur toute critique ou tout commentaire qui pourrait être fait. Enfin, vigilant dès l'instant où on pense que ce n'est pas tout à fait exact. Ceci étant, on le considère comme un élément extrêmement constructif parce que ça fait partie de l'amélioration que nous devons apporter au quotidien à toutes nos opérations. Vous avez dit transparence. Dans transparence, qu'est-ce que vous mettez? Il faut le dire franchement. Vous parlez de corruption, vous parlez de pot de verre. Là, je parle de transparence vis-à-vis de nous. C'est-à-dire nous, en tant que bailleurs de fonds, il y a un débat, vous le voyez bien, qui est à quoi sert l'aide? Est-ce que l'aide va effectivement au fin fond des villages? Est-ce qu'elle va bénéficier aux populations? Donc nous, pour répondre à cette contrainte, à ce débat, on adopte une politique de transparence de tout ce que l'on fait. Je pense qu'il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui sont sur cette même ligne maintenant et ça fait partie de ce que l'on pense nécessaire pour un bon impact de l'aide au développement. Tout ce qui est corruption ou autre, ça c'est une autre chose. C'est ce qu'on appelle les diligences que nous faisons. Alors là, il faut être très clair. Quand une entreprise privée ou publique demande un financement, nous faisons ce qu'on appelle des diligences qui vont être des diligences extrêmement précises sur tous les actionnaires, l'actionnariat. Et on va remonter, si jamais dans une société qui est actionnaire du bénéficiaire de notre financement, il y a d'autres sociétés, on va remonter tout en haut. Enfin, il y a des critères de pourcentage qui ont été déterminés de façon à savoir qui nous finançons. Ceci est aussi valable pour les banques. Toute banque qui bénéficie d'un financement de Proparco ou de l'AFD doit être parfaite en termes de mise en œuvre de ces financements, donc en termes de procédure d'attribution des crédits, en matière de connaissance de ses clients, de façon, et tout cela rentre dans le cadre général de la lutte anti-blanchiment, de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre la corruption. Il y a des engagements maintenant dans tous les contrats que nous finançons. Il y a une déclaration d'intégrité qui est signée par l'entreprise qui a gagné le marché, qui a gagné le contrat. Donc sur ce point-là, je pense qu'il y a eu énormément de choses de faites pour mieux contrôler, mieux superviser ce qu'il fait et qui va donc dans le sens de ce que vous avez, de ce que vous parlez en termes d'efficacité, comment rendre l'aide plus efficace sur le terrain. Monsieur Gwadioukwa, mais l'Afrique prend de l'aide et puis les résultats sont chroniquement alarmants, ça se voit. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on rate, on loupe complètement les axes prioritaires d'investissement? Non, je ne crois pas. Les questions de développement sont souvent très larges. L'aide ne va pas où il faut. Oui, on le met peut-être pas là où il faut. Je crois que la question, ce n'est pas de le mettre là où il faut. Alors, le terme, ça s'appelle aide. Ça veut dire que ça vient en soutien à une action. Ça vient contribuer à. Il ne faut pas que ce soit l'aide qui soit la base. Le problème, je pense que des fois, nous laissons des pans entiers de notre économie financés par l'aide. Et dès que l'aide n'est pas présente, on n'est pas capable de poursuivre. L'aide peut venir sur des projets. Tout à l'heure, Bruno le disait, oui, ça vient sur des projets. Mais une fois que ce projet est exécuté, qu'est-ce qu'on en fait? Prenons des exemples simples. Prenons des exemples actuels. Nous sommes avec des partenaires, le président de la République, les ministères font tout pour que des projets importants soient financés aujourd'hui. Des autoroutes, des hôpitaux.
des centres de santé. Mais une fois que ce projet est terminé, le gros problème, ce n'est pas de réaliser le bâtiment. Le problème, c'est une fois que le bâtiment nous est livré. Il a parlé de diligence. On a tout vérifié. On a vérifié toutes les entreprises qui peuvent faire le travail. Le travail, il est fini. On nous a livré l'ouvrage. Qu'est-ce qu'on en fait? Et je crois que le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'on ne soit pas obligé de revenir, je l'ai dit tout à l'heure. Le problème, ce n'est pas qu'on ne sait pas où il faut investir. On a des plans, on a des programmes, des plans nationaux de développement qui sont cohérents. Lorsque l'aide a été reçue, qu'on a réalisé ce qu'il faut maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez posé maintenant, la il faut question. exploiter, il faut maintenir, il faut faire en sorte que cela soit productif et que cela dure dans le temps. C'est ça que notre problème. Prenons, on a parlé des routes. Regardez l'état de nos routes. On a investi beaucoup d'argent dans nos routes. Tout à l'heure, on indiquait, je lisais dans la presse ce matin, le président de la République indiquait qu'il fallait donner des instructions pour qu'on ait plus de 50 km chaque année de nouvelles autoroutes. Oui, c'est bien. Mais ça, c'est de nouvelles acquisitions, c'est de nouveaux programmes. Mais les anciens, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que 20 ans après, les anciens seront encore utilisables? C'est ça le gros problème qu'il faut faire. Et ça nous pose le problème, des fois, on a de l'opportunité de la dépense, mais en même temps, Bruno l'intervenait tout à l'heure, et ça, ce n'est pas la responsabilité des bailleurs, c'est notre responsabilité en tant qu'exploitant, en tant que propriétaire des ouvrages qui sont réalisés. Non, jusqu'à présent, on ne reproche pas aux bailleurs de donner, mais on reproche plutôt à l'utilisateur d'en faire autre chose. Je ne crois pas qu'on en fait autre chose. Il y a beaucoup de diligences qui sont faites. Je ne crois pas qu'on en fait autre chose. Même si sur l'aide, nous en tant que pays qui recevons de l'aide, des fois, pour discuter, on parle par exemple des questions comme le déliement de l'aide. Quand on parle de choisir les entreprises, malheureusement, même les pays émergents aujourd'hui qui nous aident font la même chose. Quand ils viennent avec de grands projets, l'entreprise est connue. Enfin, c'est pas le cas de... Voilà, l'entreprise est connue. Même une partie des travailleurs est connue. Et ça ne nous aide pas, nous, à nous approprier ces projets. Ça ne nous aide pas demain à constituer des entreprises locales qui soient suffisamment fortes pour continuer le travail. Et ça, c'est une partie aussi des efforts que nos partenaires doivent faire pour nous permettre d'être complètement responsables de pouvoir. Mais évidemment, ils n'ont peut-être pas confiance en nous aussi à certains moments. Vous avez donné des éléments objectifs qui font qu'on n'a pas confiance. Parce qu'on ne réussit pas. Mais justement, vous devrez réussir en principe. Le résultat est qu'on ne réussit pas sur le temps, donc ils n'ont pas suffisamment confiance, je crois. Mais il y a des privés aujourd'hui en Afrique qui réussissent leur business, qui progressent dans leur business. Évidemment, ils ne sont pas nombreux. Prenons la Côte d'Ivoire, les entreprises ivoiriennes qui ont plus de 10 ans. Il y en a beaucoup de grosses entreprises qui ont plus de 10 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Et très bien. Monsieur Lavoisier, je fais le constat, hein, les aides et les priorités ne sont pas en accord très souvent lorsqu'on parle de l'utilisation de l'aide dans les pays africains. Oui, en ce qui concerne l'aide, j'aimerais illustrer, vous demandiez un petit peu concrètement qu'est-ce que ça veut dire la transparence. Transparence, c'est par exemple dans le secteur énergétique une procédure qui s'appelle Publish What You Pay, qui vise à déclarer de façon transparente ce qui est dépensé par les opérateurs énergétiques. Avec l'idée derrière de résister un opérateur et finalement tout un secteur d'activité aux pressions évidemment qu'on peut imaginer. Et de manière, c'est ça concrètement l'effort de transparence, je dirais. Maintenant sur la conditionnalité, j'ai beau résister contre ma déformation professionnelle d'enquêteur et d'investigateur qui cherche à voir où peuvent être les problèmes et à discriminer toujours le vrai du faux dans ce que déclarent les gens. Mais la conditionnalité, pour moi, c'est une condition absolue, non pas qui porte sur le choix de la construction d'une autoroute plutôt que d'un barrage, mais c'est sur véritablement l'utilisation qui est faite des fonds qui ont été utilisés pour construire et ensuite pour faire fonctionner quelque chose. Parce que dans la réalité, eh bien, la nature humaine est telle, en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique, que les gens et les organismes ne vont pas spontanément dire la vérité et qu'une déclaration d'intégrité, c'est un petit peu comme aux douanes aux États-Unis, quand on demande si vous avez l'intention de commettre un attentat, les gens ne vont pas forcément spontanément vous dire tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils font. Donc la conditionnalité, c'est l'idée que non, on exige concrètement d'avoir un droit de regard, alors qu'il y a une espèce de dogme, j'observe, dans la communauté internationale, selon lequel, au nom de la non-ingérence, de la non-intrusion dans les affaires des États, on ne devrait pas aller vérifier sur le terrain ce qui a été fait concrètement. Je crois qu'il y a un effort à faire, et non pas à s'en tenir à des procédures de diligence qui peuvent être superficielles parce qu'elles reposent sur de l'information déclarée par les gens, mais qui tient compte de la réalité, qui va réellement par soi-même vérifier
ce qui est dit. Donc, j'ai rien contre la vertu, contre l'approche vertueuse qui consiste à dire, très bien, on discute ensemble du problème, on décide des priorités et après, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais je crois que pour être réaliste, compte tenu justement de la nature humaine, universelle, eh bien, je dirais, il faut... voilà, si vous avez un projet que vous me demandez, vous me proposez de vous prêter de l'argent et d'être partenaire de votre projet, évidemment, je vais m'assurer de l'utilisation des fonds jusqu'au bout. Je crois que l'effort n'est pas fait. La vérification, elle peut être précise, mais elle peut être fausse, comme tout résultat. Donc, il y a un peu une tendance sur le marché à une approche un peu cosmétique des vérifications, qui repose sur l'information déclarée. Et j'en reviens à cette matière première qui est l'information dont on doit s'assurer qu'elle est fiable, actualisée et qu'elle est contextualisée. Et ça, je pense qu'il y a du travail à faire dans ce domaine. Monsieur Aka, lorsqu'on vous pose cette question-là, que font les Africains de leur aide? Est-ce que cela vous gêne? Surtout si on la continue avec les aides n'ont pas encore amélioré le quotidien des populations. Ça vous gêne? Non, ça ne me gêne pas. Parce que je pense pas vrai non plus. Ça a été perçu, ce problème a été perçu au niveau international, avec les forums de haut niveau qui ont été organisés sur l'efficacité de l'aide, Paris, Accra et Busan. Les bailleurs et les partenaires, les pays bénéficiaires, sont revenus sur l'adéquation des priorités des populations avec l'affectation des aides. De telle manière qu'aujourd'hui, il est demandé au gouvernement, dans un esprit participatif avec les populations, de définir ensemble les priorités, et ça se traduit souvent par l'élaboration de documents de stratégie nationale de développement que doivent suivre les bailleurs pour leurs appuis. Les réformes demandent aux bailleurs de s'inscrire dans le cadre des stratégies nationales qui sont élaborées au niveau local. Et pour en revenir à un exemple concret, puisque c'est ce que je connais au niveau local, l'exemple que le président Massé Zadikessi nous dit souvent, quand il nous parle de son expérience de 40 ans de développement dans la région de Soublé, il dit bien que les premières années, ça a été l'échec. Parce qu'avec ce qu'il a appris, avec ce qu'il a vu ailleurs, et qu'il a voulu transposer dans sa région natale, il y a eu d'abord rejet. Parce que ce n'était pas en réalité ce que les populations voulaient. Donc il a changé de méthode, il a changé de paradigme, et les priorités ont été définies par les populations elles-mêmes. Et ce sont les populations elles-mêmes qui sont acteurs des changements en cours dans cette région-là. Et qui sont acteurs, mais qui sont aussi superviseurs, contrôleurs, et qui assurent le suivi et l'évaluation de tous les programmes qui sont mis en œuvre. Là, c'est la méthode. Voilà. La méthode. Maintenant, vous, comment est-ce que vous pouvez garantir la bonne utilisation d'une aide? Garantir la bonne utilisation de l'aide. Comment est-ce que cela se fait de façon concrète? Il faut renforcer les institutions, tous les organes que nous avons mis en place pour la gouvernance dans nos pays. En fait, c'est au fur et à mesure que nous construisons ces institutions-là que nous renforçons la crédibilité des contrôles qu'ils font, la crédibilité des rapports qu'ils produisent sur l'utilisation des aides. Je pense que nous sommes engagés dans ce processus-là. Et aujourd'hui, comme je le disais au début de mes propos, les organisations de la société civile doivent jouer vraiment un rôle à côté des gouvernants pour contrôler. J'ai envie de dire, personne n'empêche la société civile. Justement, qu'est-ce qui vous rend si faible? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à prendre tout votre impérium pour avancer comme il faut? Parce que quel est votre problème? Est-ce que vous avez une société civile trop politique aussi? Quand on parle de société civile, il y a peu d'organisations crédibles dans cette société civile-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité aussi, il y a la pauvreté dans notre pays. Et les objectifs qui sont indiqués par ces organisations-là ne sont pas ceux qui sont poursuivis par ceux qui les représentent. Donc déjà, on a je dirais entre guillemets, on a une bonne partie des organisations de la société civile qui n'en sont pas, qui sont plutôt des organisations à but lucratif. Donc il y a déjà un problème à ce niveau. Mais la société civile, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et comme on le dit, la crédibilité ne se décrétant pas, c'est au fil des actions que nous menons que nous gagnons cette crédibilité-là et qui fait que nous avons l'oreille de ceux que nous sommes peut-être amenés à contrôler ou bien à accompagner. Je sais que M. Leclerc, vous n'aimez pas tellement cette question, mais je vais vous la poser quand même. Comment explique-t-on ce qui ressemble à une sorte d'incapacité du continent à bien gérer ses aides, à ses ressources, le continent africain?
les choses s'améliorent. Peut-être vous êtes plus optimiste que moi, mais oui, moi je suis plus optimiste. Alors, prenons le cas de la société civile, parce qu'il y a 20 ans, la société civile n'était pas du tout dans le panorama des bailleurs de fonds. Maintenant, elle y est de plusieurs façons. Prenons le cas de l'Agence française de développement. D'abord, nous avons des partenariats de siège à siège avec des organisations civiles de l'environnement, par exemple. Et donc, nous avons des accords, des mémoires d'entente sur différents sujets, donc au niveau des sièges des organisations. Donc, le siège de l'AFD et le siège de WWF, CI pour l'environnement, mais ça peut être aussi Médecins sans frontières ou des organisations comme cela. Puis après, il y a dans la mise en œuvre, il y a l'implication de la société civile. Prenons le cas du contrat de désendettement et développement que la France finance ici. Vous savez, les opérations, les projets et les programmes qui sont financés sur le transfert de la dette ivoirienne. Donc, il y a des opérations qui commencent. La société civile est parfois maître d'œuvre de certaines opérations. C'est-à-dire que c'est des ONG qui vont, par exemple, construire les écoles. Il y a 116 écoles qui sont prévues dans notre financement qui démarre maintenant. Les travaux vont être réalisés par des ONG. Par des ONG aussi, la construction et la réhabilitation des centres de santé. La société civile aussi a un troisième rôle, et la France a souhaité que ce soit le cas pour le contrat de désendettement et développement, c'est de participer à la supervision et au contrôle des actions qui sont faites. Donc ça veut dire bien que nous ne voulons pas un face-à-face gouvernement-bailleur, mais on souhaite que la société civile soit complètement partie prenante de la programmation, de la planification et de la supervision des actions qui sont faites. Alors maintenant, je voulais revenir sur un autre sujet qui est lié à la maintenance et à l'entretien, parce qu'on a parlé de cela comme un certain préalable, savoir qu'il va y avoir un entretien pour financer, c'est l'importance des questions environnementales et sociales dans tous les programmes et projets de développement. Ceci aussi est relativement nouveau, si on considère il y a 20 ans, on ne se préoccupait pas des impacts environnementaux. On finançait, je ne sais pas moi, une route ou un barrage. Le barrage est fait, il y a des gens qui doivent partir, ils vont partir. Maintenant, ces aspects-là sont extrêmement importants et il y a dans cet aspect environnemental quelque chose qui est extrêmement important qui est les effets sur le bilan carbone. Alors ça aussi, c'est extrêmement nouveau. Sur notre site internet, vous voulez faire un projet d'irrigation, vous entrez toutes les données dans le modèle de calcul du bilan carbone, vous entrez les hectares, si c'est du riz, si c'est des mangues, et vous mettez toutes vos hypothèses, et à la fin, vous avez le bilan carbone. Alors ça, c'est quelque chose pour nous qui est extrêmement important. Nous avons même une cellule spécifique climat qui examine pour tous les projets que nous finançons l'impact carbone, et nous accordons une importance extrêmement grande à tous ces aspects-là. Ça veut dire en gros que nous allons favoriser des projets non émissifs et que pour des projets qui vont être des grands émetteurs de carbone, nous allons être extrêmement prudents ou alors nous allons prendre toutes les mesures, y compris en les intégrant dans les financements, pour minimiser et réduire l'importance des impacts environnementaux. Donc ça, c'est une notion importante. Et quand j'ai dit environnemental, j'ai parlé environnemental et social. Donc c'est tous les aspects. On parlait tout à l'heure de développement urbain. Alors évidemment, on va préparer ici un projet extrêmement complexe d'amélioration de quartiers précaires. Ça veut dire que vous avez des gens qui habitent, vous avez des voies qu'il va falloir élargir, des drains, du drainage à apporter, tous les aspects de réseau, d'électricité, d'eau, de latrines. Tout cela, alors doit se faire avec les populations et les communautés, sinon on va à l'échec, ça c'est clair. Et puis deux, il va falloir prendre en compte et intégrer dans le financement les impacts sociaux. S'il faut faire déguerpir pour élargir un petit peu la route, il va falloir que les personnes qui vont être
directs concernés par ce déplacement soient indemnisés au moins au même niveau de la propriété, des propriétés qu'elles ont actuellement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la compensation. Ces compensations sont systématiques et font l'objet vraiment d'un examen extrêmement important de la part des bailleurs de fonds en général, enfin de l'AFD. Mais je pense que c'est sur l'aide, avant qu'on change de sous-thème, je constate qu'on a toujours de l'aide. Hein. L'Afrique, on a peu de ressources, ça va continuer, on prendra toujours des crédits et tout. Tout simplement, est-ce que ce n'est pas parce que nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas? Non, je pense peut-être que nous ne produisons pas suffisamment. Ou alors, en termes de valeur, la valorisation de ce que nous produisons n'est pas en adéquation avec ce que nous consommons. Sinon, dans les économies, regardez des économies comme l'économie du Japon, ils peuvent produire ce qu'ils ne consomment pas et consommer ce qu'ils ne produisent pas, mais à partir du moment où nous avons une valeur au milieu qui est l'argent, la valeur monétaire, si ce que je produis est capable de m'acheter ce dont j'ai besoin, je peux toujours retrouver mon équilibre. Aujourd'hui, nous sommes pourvoyeurs de matières premières, de beaucoup de matières premières agricoles. Pour exemple, je parle des matières premières aussi au niveau des mines, mais pour ce qui est la Côte d'Ivoire, des matières premières agricoles. C'est valorisé à un cours que nous ne maîtrisons pas. Évidemment, notre consommation, nous devons consommer 1000, nous produisons et c'est valorisé 500. Alors, quand je dis c'est valorisé, ce n'est pas péjoratif. Ben, le marché le valorise 500. Et nous avons produit donc 500 et nous avons besoin de 1000. Donc, il y a un gap. Et je crois que c'est pour cela que nous devons travailler à créer plus de valeur pour relever le niveau, le volume de notre production. Je prends l'agriculture. Mais depuis qu'on le dit, on ne le fait pas. On ne le fait pas, justement, c'est pour ça qu'il faut passer, tout à l'heure, M. Loiza disait, il faut passer au-delà des actes. Nos politiques doivent permettre de passer au-delà des intentions et aller